Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Zoom Interinvest. Je me présente, je m'appelle Morgan Aubrin, je suis en charge des partenariats au sein du groupe Interinvest et je serai accompagné aujourd'hui de Guillaume de Dieu-Nevabre. Bonjour à tous. Notre gérant qui anime notre stratégie de capital investissement immobilier. Alors, je rappelle, le format de cette présentation durera à peu près une trentaine de minutes, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Je rappelle également que Élévation de Capital Partner est la société de gestion du groupe Interinvest sur lequel on structure 4 stratégies en capital investissement et nous allons faire un petit point sur notre stratégie de capital investissement immobilier. Alors, mon cher Guillaume, en guise d'introduction, j'ai envie de te poser une première question. Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur les 3 fonds aujourd'hui ouverts à la commercialisation? Oui, merci Morgane. Alors, on a aujourd'hui une gamme de fonds ouverts à la souscription qui est complémentaire puisqu'on a d'un côté 2 véhicules qui sont des fonds professionnels de capital investissement, donc le FPCI Élévation Capital Immo et le FPCI Élévation Immo Remploi, qui s'adressent à des investisseurs avertis. Et d'un autre côté, un fonds grand public, le FCPR Élévation Immo 2, qui s'adresse lui à un grand public avec un ticket d'investissement qui est de 3 000 euros. Donc tous ces fonds ont une stratégie d'investissement qui est similaire puisqu'ils adressent ce qu'on appelle le private equity immobilier, donc avec l'immobilier géré d'un côté, hôtellerie, résidence senior, nouveaux usages immobiliers, et de l'autre côté, l'immobilier au sens propre avec la promotion immobilière, les opérations de marchand de biens et de réhabilitation. Merci Guillaume pour ce rappel. Je te propose, si tu en es d'accord maintenant, de rentrer dans le vif du sujet et de faire un point sur l'actualité de nos fonds. Je crois savoir qu'il y a quelques investissements qui ont été réalisés dernièrement. Oui, bien sûr. Alors, ces dernières semaines, en quelques chiffres, on a réalisé à peu près 5 millions d'euros d'opérations réparties sur 3 transactions. Donc, on a fait 2 financements obligataires dans les opérations de marchand de biens et un financement en action dans le cadre de l'acquisition d'un actif d'hôtellerie économique. Alors, ce qui est intéressant, je pense, sur les 2 opérations de marchand de biens qu'on a réalisées, c'est qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Et ça illustre notre capacité à adresser des dossiers de nature diverse. Donc le premier dossier, c'est un financement obligataire d'une taille d'environ 1 million d'euros qui a servi à un de nos partenaires de faire une acquisition opportuniste d'un très bel actif immobilier qui est dans le centre de Saint-Étienne. Donc il s'agit d'un ancien couvent d'une surface d'environ 3000 m², qui est en très bon état. Et l'idée de ce financement, c'est de le revendre tout de suite, soit un opérateur de réhabilitation, puisque c'est pas le métier de notre partenaire, ou alors, alternativement, un opérateur de résidence gérée, puisque la configuration de l'actif s'y prêterait tout à fait. Donc c'est un dossier sur lequel on a une rentabilité d'espérer d'à peu près 13%, qui correspond au taux d'intérêt du financement obligataire auquel notre fonds a souscrit. Alors, Guillaume, permets-moi peut-être une question que peuvent se poser les auditeurs qui nous écoutent. Sur des durées courtes comme celle-ci, est-ce que tu demandes un minimum un montant minimum? Oui, alors merci pour ta question, Morgane. Effectivement, quand on fait un financement d'une durée assez courte, ça implique de notre côté un travail de due diligence et de rédaction de la documentation juridique qui est assez lourd. Et donc, ce qui va se passer, c'est que sur un financement qui peut durer 3, 4, 5 mois comme celui-ci, on va avoir une rémunération qui correspondra à peu près 9-12 mois de taux d'intérêt minimum. Alors, je crois qu'il y a un deuxième exemple, effectivement, dans l'immobilier. Oui, alors la deuxième opération qu'on a réalisée, ce que je disais, c'était qu'on avait fait 2 opérations de nature assez diverse. La deuxième, on est sur un segment de marché qu'on n'avait pas encore adressé par le passé, qui est celui de l'immobilier parisien haut de gamme. Alors, je mets de côté évidemment le fait que on a déjà adressé un peu le haut de gamme par le biais des investissements hôteliers avec les sociétés Braque, Madrid et Rome. Là, il s'agit d'un financement obligataire, encore une fois. Alors là, on n'est plus sur un taux de 13%, mais de 12%, qui correspond en fait à un refinancement de fonds propres pour un partenaire à nous, qu'on connaît bien et avec qui on a travaillé déjà plusieurs fois par le passé. Et l'objet du financement, c'est de financer la découpe d'un très bel actif qu'il a acheté dans le 7e arrondissement de Paris. Donc c'est un appartement qui fait à peu près 400 m², 4 mètres de hauteur sous plafond, donc un actif exceptionnel. Et l'idée, c'est vraiment de le découper en 2, donc 2 appartements qui font à peu près 200 m². L'intérêt, c'est que ces appartements-là auront une commercialisation qui sera plus simple de par leur taille, d'y réaliser des travaux avec des finitions ultra haut de gamme, donc on est sur de l'ordre de 4 500 euros du mètre-carré, pour derrière aller adresser une clientèle à fort pouvoir d'achat, a priori international, qui
bénéficient en ce moment notamment de l'appréciation du dollar et pour qui acheter des appartements en euros comme celui-ci, clé en main, donc ça c'est un point important, est aussi aujourd'hui beaucoup plus favorable. Très clair. Je crois que tu as également un exemple dans l'immobilier géré et plus particulièrement dans l'hôtellerie, si je ne me trompe pas. Alors oui, tout à fait. Donc on a fait 2 investissements obligataires dans des opérations de marchand de biens, donc dont on a déjà un peu parlé. Le troisième investissement qu'on a réalisé, c'était au milieu du mois d'avril 2023. On a fait l'acquisition avec 2 associés de l'hôtel Campanile Saint-Ouen, qui est situé à quelques centaines de mètres du Stade de France. Donc c'est un investissement en action. On a acquis la société qui détient le fonds de commerce et les murs de l'hôtel. Donc c'est un actif qui est très intéressant puisqu'il est très bien localisé. Pourquoi est-ce qu'il est bien localisé? Déjà d'un point de vue de l'exploitation, puisque à l'automne 2023, on va avoir la Coupe du monde de rugby qui va avoir lieu en France, et en 2024, les Jeux Olympiques qui vont permettre d'apporter un surplus d'exploitation à cet actif. Et le deuxième sujet, c'est que ces événements vont permettre de redynamiser ce quartier, et donc on pense aussi réaliser une jolie plus-value immobilière sur la détention des murs de l'actif. Donc sur une opération comme ça, on cible une rentabilité d'environ 15-16% de TRI annuel, et on pense revendre l'actif d'ici 4 ou 5 ans. Merci Guillaume. En parallèle de ces investissements, je crois savoir qu'il y a eu quelques exits, plusieurs sorties qui ont été réalisées sur ce début d'année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces désinvestissements? Alors oui, absolument. Donc pour rappel, dans le cadre de notre stratégie de private equity immobilier, on fait à la fois des investissements à moyen long terme, donc d'une durée de l'ordre de 5 à 7 ans. Et la spécificité du marché immobilier, c'est qu'on finance aussi des sociétés ad hoc, des opérations ad hoc, sur des durées qui peuvent être beaucoup plus courtes. Et c'est en fait l'objet des premiers remboursements qui ont été réalisés, puisqu'on a fait du financement pour 2 de nos partenaires historiques, Urbadéquat et Ideal Group, d'actifs immobiliers. Donc on a fait du portage pour eux, le temps qu'ils obtiennent un crédit bancaire, ce qui nous a permis de réaliser des TRI de 12,5% et 13% respectivement sur le portage de ces actifs pendant une durée assez courte, de 3 à 4 mois respectivement. On a fait une troisième sortie dans une logique qui est assez similaire, puisqu'on a financé pour le compte d'un opérateur de résidence senior le portage d'un futur actif qu'ils allaient exploiter, donc ils ont acquis, sur lequel ils ont obtenu un permis de construire, et puis qu'ils ont finalement cédé à un OPCI spécialisé qui leur a ensuite confié l'exploitation de l'actif. Donc là, on a réalisé un TRI de 30%, mais qui est lié au fait que voilà, la durée de notre investissement a été assez courte. Très clair. Merci Guillaume. Je te propose, si tu en es d'accord maintenant, de faire un peu un point plus global sur le portefeuille de nos fonds. Qu'en est-il? Alors sur nos fonds existants, donc le FCPR Élévation IMO et le FPCI Élévation Capital IMO, je crois qu'il y a 3 points importants qui sont à retenir. Le premier point, c'est que ces fonds sont très bien investis. Donc, on est, je crois, respectivement à 83 et 86% d'investissement pour chacun de ces 2 véhicules. Et l'enjeu, en fait, d'avoir des fonds bien investis, c'est que une condition nécessaire à l'atteinte des objectifs de rentabilité qu'on propose à nos investisseurs, c'est effectivement que l'intégralité de l'épargne qu'ils nous confient soit mise au travail. Donc, c'est le cas aujourd'hui pour ces 2 véhicules. Le deuxième point important par rapport à notre portefeuille aujourd'hui, c'est que je rappelle, on a une stratégie d'investissement qui est diversifiée sur à la fois l'immobilier d'un côté et l'immobilier géré de l'autre. Et aujourd'hui, sur chacun de ces 2 véhicules, on a adressé l'ensemble des secteurs d'activité qu'on a dit qu'on allait adresser, donc des opérations de promotion, de réhabilitation, de marchand de biens, et aussi côté immobilier géré, tout ce qui est hôtellerie, résidence senior, mais aussi ces nouveaux usages immobiliers. Donc donc ça c'est les 2 premiers points. Très bien investi, objectif de diversification atteint. Le troisième point, c'est que aujourd'hui, sur la base des investissements qu'on a réalisés, l'objectif de rentabilité brute des investissements qu'on a fait est en ligne avec l'atteinte des objectifs de rentabilité pour nos investisseurs. Et même dans certains cas, on est un petit peu au-dessus, puisque depuis qu'on a lancé ces fonds entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Et comme on fait aussi du financement obligataire, on impacte mécaniquement cette hausse des taux d'intérêt sur le coût des financements qu'on propose à nos partenaires. Très clair. Donc des fonds bien investis,
des fonds diversifiés, des fonds en phase avec l'objectif de TRI qu'on souhaite avoir. Il y a un dernier point qu'on remarque également, c'est qu'on a des partenaires qui sont récurrents. Alors tout à fait, on continue évidemment de sélectionner des nouveaux partenaires, ce qui est très important. Mais l'intérêt aussi de retravailler avec des partenaires avec qui on a déjà travaillé par le passé, c'est qu'il y a un travail de qualification en amont qui est très important. Donc je rappelle, on a des critères d'investissement qui sont qui sont importants, qui sont une structure financière saine, un très bon track record, un management expérimenté. Et donc, quand on a identifié des partenaires qui remplissent ces critères, l'idée, et ça c'est aussi propre au marché immobilier, c'est des gens qui font 1, 2, 3 transactions dans l'année, parfois plus. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner à chaque fois sur ces transactions. Inversement, je pense qu'eux sont contents de travailler avec nous aussi, puisqu'on est à même de leur proposer des outils de financement qui sont variés. Ça peut être du financement en action, une prise de participation minoritaire par exemple, mais aussi du financement obligataire sur des projets. Très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également concernant deux fonds qu'on a lancés il y a quelques semaines, à savoir le FPCI Élévation Immo Réemploi et le FCPR Élévation Immo 2? Alors oui, absolument. Donc c'est deux nouveaux fonds qu'on a lancés. Le FCPR Élévation Immo 2, c'est le successeur du FCPR Élévation Immo 1, dont la période de souscription s'est terminée et qui est aujourd'hui très bien investi. Et le FPCI Élévation Immo Remploi, c'est un fonds avec une stratégie action qui est dédiée aux investisseurs qui souhaitent bénéficier du dispositif de l'apport cession. Donc ces deux véhicules n'ont pas encore réalisé leurs premiers investissements, ils sont en phase de collecte et normalement d'ici avant l'été, chacun d'entre eux a réalisé un premier investissement, donc une opération de marchand de biens avec un financement obligataire pour le FCPR Élévation Immo 2 et un investissement dans des cliniques spécialisées pour le FPCI Élévation Immo Remploi. Très clair. Peux-tu nous rappeler en quelques mots les objectifs de TRI sur ces deux fonds? Alors, c'est les mêmes que sur Élévation Immo et Élévation Capital Immo, donc à savoir 7% pour notre net de frais pour notre stratégie obligataire et 8% net de frais pour notre stratégie d'investissement en action avec un risque de perte en capital. Très clair sur ce point portefeuille. Je te propose, Guillaume, si maintenant tu en es d'accord, de faire un point plus global sur le marché immobilier. Quelles sont les tendances de marché actuellement? Alors, de notre point de vue, pour ce qui nous concerne, il y a trois grandes tendances d'investissement. Donc, on peut peut-être commencer par l'immobilier géré. L'hôtellerie, c'est un secteur qui se porte très bien aujourd'hui. Il y a un indicateur en particulier qui permet de bien l'expliciter, c'est ce qu'on appelle le RevPAR, qui est la conjonction entre le prix moyen d'une chambre et son taux d'occupation. Donc c'est aujourd'hui un indicateur qui a dépassé ces niveaux d'avant le Covid, donc en 2019. Donc c'est aussi lié un peu au phénomène d'inflation qu'on connaît généralement dans l'économie. Et donc, on va continuer d'investir dans l'hôtellerie. On a déjà réalisé 3 investissements dans ce secteur depuis le début de l'année, à la fois dans l'hôtellerie économique en région et aussi en région parisienne. Le deuxième élément par rapport à l'immobilier géré, c'est qu'on continue d'être opportuniste et à regarder des secteurs d'activité qu'on ne regardait pas forcément par le passé. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. On a commencé et on est très avancé pour finaliser une opération dans le domaine des cliniques spécialisées qui fait partie de nos résidences de service et sur lequel on devrait closer un dossier d'ici l'été. Donc ça, c'est un secteur qui est aussi très dynamique. Est-ce que côté immobilier, tu peux nous donner également les tendances? Alors côté immobilier, les destins sont assez variés, sont les secteurs qu'on regarde. Donc typiquement, nous depuis le début de l'année, et ça va probablement être encore le cas dans les mois qui arrivent, on va investir moins dans la promotion immobilière et c'est intégralement lié à la situation de ce marché. En fait, on est dans une situation où il y a un très fort ralentissement de l'activité par rapport à l'année dernière. Il y a les chiffres de la Fédération de la promotion immobilière qui viennent de sortir pour le premier trimestre 2023 et qui indique 30% de mise en chantier en moins par rapport à l'année dernière, 40% de réservation nette. Donc mécaniquement, il y a moins d'opérations à financer pour des opérateurs comme nous qui finançons les professionnels du secteur. Inversement, sur des opérations type marchand de biens qui sont par nature plus opportunistes, on est dans une situation où les opérateurs qui vont avoir à disposition des fonds propres par leurs partenaires financiers
typiquement comme nous, vont avoir la possibilité, dans une situation où le marché est un petit peu attentiste, peut-être de réaliser des opérations dans de bonnes conditions, dans un schéma où voilà, certains opérateurs sont peut-être un petit peu plus en attente de voir comment le marché évolue. Merci beaucoup Guillaume. Je te propose maintenant, si tu en es d'accord, de passer aux questions. Je crois qu'on a une première question, alors qui est un peu dans la continuité de ce que tu viens de dire à l'instant. Une question sur l'état du marché immobilier. On parle de crise immobilière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Alors, ce qu'on constate, et je l'évoquais à l'instant, c'est sur la promotion immobilière, il y a un très fort ralentissement. Donc, on parlait de moins 40% de réservations par rapport à l'année dernière, mais ça se matérialise aussi dans les transactions dans l'ancien. On a 10% de transactions en moins en ce début de l'année par rapport à la même période l'année dernière. Donc, il y a un ralentissement général et c'est principalement lié à la hausse du coût du crédit pour les acheteurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, qui provoque peut-être un effet de sidération et il va nécessiter une adaptation pour accepter le fait qu'avec la même somme, des taux plus élevés, on a moins de pouvoir d'achat qu'il y a à peu près un an. Alors, si on revient sur le cas spécifique du neuf, qui est plus impacté, les chiffres, voilà, on a un très fort ralentissement, c'est lié à la conjonction peut-être de deux facteurs qui tendent à faire en sorte que les prix ne baissent pas. Typiquement, le coût de construction, qui est impacté par la hausse du prix des matières premières, mais aussi par rapport à des normes environnementales qui sont plus exigeantes. Et en même temps de la tension foncière qui est liée au fait que ces dernières années, les collectivités ont donné de moins en moins de permis de construire. Et alors pourquoi est-ce qu'elles ont donné moins de permis de construire? C'est que plus vous augmentez les logements dans la ville, plus vous allez avoir la nécessité d'apporter du service, donc typiquement des crèches, des écoles, ce qui vient gréver le budget des collectivités. Et en face de ça, donc ça ne permet pas au prix de baisser, et en face de ça, on a des acheteurs qui, eux, ont un pouvoir d'achat qui est fortement réduit. Donc on est dans une configuration où pour les acteurs immobiliers, voilà, on est dans une fin de cycle. Il faut parfois revoir l'économie des projets, en abandonner certains, et donc vont être favorisés les acteurs qui, pendant cette période, auront la possibilité d'avoir accès à du financement, à la fois bancaire et en fonds propres par des partenaires comme nous, pour pouvoir tirer au mieux bénéfice du moment où voilà, le marché va s'inverser et on aura une reprise des volumes d'activité. Très clair, donc de vraies opportunités à aller chercher, à sélectionner. Peut-être une deuxième question, Guillaume, sur nos portefeuilles. Est-ce qu'il y a des points d'attention? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir? Alors, je rappelle que le portefeuille de nos différents fonds sont investis et très diversifiés. On a en général entre 15 et 20 lignes par fonds. Donc ça, il y a un premier élément de mitigation du risque qui est lié au nombre d'investissements qu'on réalise. Et ensuite, on a un certain nombre de secteurs d'activité qui se portent très bien. Je pense notamment à l'hôtellerie, on en a déjà parlé, les résidences seniors, les nouveaux usages immobiliers qui sont des marchés en forte croissance auxquels sont exposés l'ensemble de nos fonds d'investissement. Alors je pense que l'inquiétude ou le questionnement peut venir de notre exposition à des activités de promotion immobilière. Alors pour être très pragmatique, je peux vous donner deux exemples de sociétés dans lesquelles on a investi et qui ont le mérite et l'intérêt d'avoir plusieurs jambes. Ce ne sont pas des pure players de la promotion immobilière. Donc, par exemple, Ideal Group a lancé, qui est un promoteur bordelais, a lancé il y a de ça quelques années une activité de réhabilitation qui est aujourd'hui très dynamique et qui permet de compenser partiellement la baisse des volumes sur l'activité de promotion immobilière. De façon assez similaire, un autre partenaire avec qui on travaille, qui s'appelle Urbadéquate, est lui un acteur de la promotion immobilière, mais aussi du lotissement et des opérations de marchand de biens. Et l'essentiel de sa croissance en 2023 va être tiré par des opérations de marchand de biens. Donc ça nous permet d'être confiants sur le fait que ces acteurs qu'on a financés seront bien positionnés avec notre aide et avec l'aide de leurs autres partenaires financiers pour pouvoir traverser cette période qui va durer quelques mois, qui est un peu complexe, et derrière bénéficier de la reprise de la meilleure façon possible. Merci Guillaume. Une dernière question. Je te propose à présent de faire un point sur le deal flow. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Alors dans les tuyaux, on a à peu près 10 millions d'opérations qui sont très avancées.
Donc, due diligence en cours de réalisation, négociation de la documentation juridique, etc. Donc, des dossiers qu'on pourrait closer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Une première opération en marchand de biens. Et je le disais tout à l'heure, hein, les opérations de marchand de biens, on essaie d'être opportuniste et d'essayer de faire voilà, avec nos partenaires de bonnes opérations. Donc là, on est sur une acquisition dans de bonnes conditions d'un immeuble dans le 6e arrondissement à Lyon avec un partenaire avec qui on a déjà travaillé. C'est une opération de vente à la découpe sur laquelle il y a une marge qui est de l'ordre de 25 à 30%, ce qui est excellent et permet d'absorber même potentiellement une baisse du prix de l'immobilier. Et puis, j'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure, un dossier dans les cliniques spécialisées. Donc, il s'agit d'un dossier de clinique dentaire qui a un positionnement très premium. Donc, il y a aujourd'hui 3 établissements à Paris, à Lyon et à Aix-en-Provence. Donc, c'est un opérateur de marché qui crée des lieux et propose de l'expérience sur un marché où finalement il y a assez peu d'acteurs positionnés sur ce segment. Une équipe de management qui est très expérimentée, très prometteuse, et donc c'est une opération typiquement dans laquelle on va investir en action en prenant une participation minoritaire et sur laquelle on a des attentes de rendement qui sont un peu plus élevées que ce qu'on fait de façon moyennée sur nos autres investissements. Merci Guillaume, merci à tous pour votre attention et puis on vous dit bien évidemment à très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom Interinvest.